Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est les tableaux HTML et on va également voir comment être capable de leur associer du style. Donc on va commencer avec un fichier. Donc ici, on a mis en place quand même la base d'un fichier HTML avec encore une fois le HTML, la tête, le body et on a mis un petit titre ici. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est sauvegarder ça dans un fichier pour être capable de l'ouvrir avec notre navigateur. Donc on va venir ici et on va prendre index.html et l'ouvrir avec Chrome. Alors, on va tout de suite commencer avec la structure de base d'un tableau. Donc, pour créer un tableau en HTML, on va utiliser la balise table et on va fermer cette table ici. Et dans une table, ce qu'on va voir, c'est des table rows, donc TR, ce qui veut dire en fait une ligne de tableau, dans lesquelles on va pouvoir placer des éléments de tableau qui vont être des TD. Donc TD pour Table Data, qui va être en fait ça un élément d'un tableau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau avec 3 cellules dans cette ligne-là, et on va ensuite faire une autre ligne en dessous, puis on va mettre un tout petit peu de contenu dedans, on va mettre des X et des O, un peu comme si on jouait au tic-tac-toe. Oups, pardon. Et ici un O et un X. Donc on va aller regarder tout de suite la structure du tableau qui y correspond. Donc là on voit des X, des O qui sont séparés. Pour mieux voir la structure du tableau, bon, première chose, on va zoomer un petit peu sur la page. Et puis en sélectionnant le texte, on va pouvoir voir chacune des cellules et les séparations entre les cellules du tableau. Donc ça vous donne la structure de base d'un tableau. On va se faire un deuxième tableau pour voir comment utiliser des fusions de colonnes ou des fusions de cellules. Alors cette fois-ci, on va se faire un tableau un petit peu différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser non pas des table data, mais des table headers, donc des en-têtes de tableau, sur la première ligne. Alors on va tout de suite aller voir à quoi ça ressemble. On voit que le texte a été mis en gras par défaut dans notre deuxième table. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite liste de personnes. Donc on va dire que les gens sont regroupés dans des groupes, qu'ils ont un nom et une adresse email. Donc pour visualiser tout de suite à quoi ça va correspondre, on va se faire un premier élément qui va être par exemple le groupe des administrateurs, qui va contenir Joris avec son adresse email joe@joe.com. Et on va aller regarder à quoi ça correspond. Donc là on voit notre tableau. Encore une fois, si on veut voir les différents éléments, on les surligne. Et donc on va voir notre groupe, notre nom, notre prénom et nos éléments. Donc maintenant on va imaginer la chose suivante qui serait qu'on a 3 admins et puis qu'on a 3 autres personnes qui ne sont pas admins mais qui sont tout simplement des gérants. Tac, on changera les noms après. Et donc là on voit qu'on répète admin et qu'on répète gérant. Donc on aimerait ça ne pas avoir à le faire. Oui, première chose ici, on va mettre notre meta charset pour qu'il soit capable de gérer les accents. Fuite. Voilà. Donc on aimerait ça en fait avoir une seule et unique cellule ici qui regroupe les 3 admins et une seule et unique cellule ici qui regroupe les 3 gérants. Donc on va voir comment faire ça. En fait, on va utiliser un row span. Donc c'est un attribut qu'on peut mettre sur une cellule et on va lui dire en fait qu'elle doit couvrir. Qu'elle doit couvrir plusieurs lignes. Et on aurait la même chose qui serait un call span pour couvrir plusieurs colonnes. Donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'en fait, ce admin-là couvre les 3 lignes d'en dessous. Alors on va regarder ce qui se passe. Alors on a bien ici un admin qui couvre 3 cellules, mais le problème c'est qu'après on a nos 2 admins ici
qui sont les premières cellules des deux autres lignes. Donc en fait, on se rend compte que ici, on devrait se retrouver avec rien du tout et rien du tout. Oups, pardon. Pour se retrouver avec la structure qu'on souhaitait avoir. Donc ça va être la même chose pour le gérant. On va utiliser un row span de 3 et on va supprimer les cellules qui sont en dessous. Donc là, maintenant, on se retrouve effectivement avec un tableau qui a deux cellules qui couvrent trois lignes de haut, et ensuite les cellules qui sont en dessous. Alors, on va rapidement changer les noms des gens. Charles, Denis, Eugène, Denis, pardon, et Karl. De la même manière ici, juste pour les suivre, on va mettre le contenu à jour. Et bon. Alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau de l'alignement des cellules, ici on a réussi à commencer toutes nos TR aux mêmes endroits, nos TH, etc. Mais à partir du moment où on a mis le row span, on a pris plus de place dès qu'on a cassé finalement nos alignements au niveau de la table. Alors ça évidemment, c'est toujours un problème au niveau de la manière dont on écrit le code, mais au niveau de HTML, ça lui pose absolument aucun problème. Alors pour illustrer ça, on aurait très bien pu avoir notre TR fonctionner comme ça, et éventuellement même mettre les TH les uns en dessous des autres. Alors évidemment, notre tableau aurait pris beaucoup plus de place, mais d'un point de vue HTML, ça ne change strictement rien. C'est toujours le même tableau pour HTML. Donc, on a vu la structure de base d'un tableau et comment utiliser un row span. Un call span serait similaire. On aurait simplement une couverture, pas de lignes, mais de colonnes. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est principalement comment utiliser les styles pour être capable d'avoir une présentation qui soit plus agréable. Donc pour le XOXO ici, ce qu'on va essayer d'obtenir, c'est une espèce de damier. Donc première chose qu'on va pouvoir faire, c'est d'abord créer ici notre balise de style pour être capable d'ajouter des règles CSS. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple dire que tous les éléments de type TD vont avoir un padding de 5 pixels. Alors ce qu'on voit là, c'est que ça a créé l'espace en fait entre nos différents éléments et que au final, on se retrouve à avoir quelque chose qui est plus aéré ici. Un des éléments qui va être important à prendre en considération, c'est que on a deux tables. Donc si on applique des règles sur les TR, les TD ou la balise table, eh ben, on va se retrouver à avoir nos deux tableaux qui vont en hériter. Donc par exemple, imaginons ici qu'on rajoute une règle sur la table pour changer la font family. Donc on va mettre du Arial ici. Et bien on voit que cette règle va s'appliquer pour les deux tableaux. Donc on voudrait avoir un moyen d'appliquer des règles uniquement à un tableau. Alors ça, une des manières les plus simples, ça va être de fixer un ID pour chacun des deux tableaux. Donc ici, notre première table, on va l'appeler XO. Et notre deuxième table, on va l'appeler Groups. À partir du moment où on a ça, on va être capable d'appliquer des règles qui vont être spécifiques. Donc comment on va faire ça? En fait, on va tout simplement ici écrire dièse XOTD. Ce que veut dire ce sélecteur, c'est qu'en fait, on va aller récupérer uniquement les TD contenus dans l'élément dont l'ID est XO. Donc ça veut dire que cette règle-là, qu'on va écrire ici, ne s'appliquera que sur les TD qui sont là,
et pas ces TD-là, puisqu'ils ne sont pas contenus à l'intérieur dans l'élément dont le ID est XO. Donc ce qu'on va faire par exemple ici, c'est jouer avec les hauteurs. Donc on va mettre une largeur de 30 pixels pour chaque cellule, une hauteur de 40 pixels pour chaque cellule, et on va demander, on va commencer avec ça. Donc là on voit notre tableau, on voit que nos cellules ne sont pas centrées, elles sont sur la gauche de la cellule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un text align, c'est-à-dire l'alignement du texte. Donc là, on a les valeurs classiques que Word vous proposerait, centré, gauche, justifié ou à droite, et nous, on veut les centrer. Donc on revient ici, on recharge, et on va voir que nos X se retrouvent au milieu des cellules. Alors, une fois qu'on a ça, on voudrait avoir un damier. Alors là, on va utiliser une règle un petit peu complexe de CSS3. Donc on va dire que dans XO, on veut que tous les TR, c'est-à-dire en fait les lignes, ici, qui sont des nth child, alors ça veut dire qu'ils sont le énième enfant, et énième enfant peut prendre soit une valeur chiffrée, soit les valeurs even et odd, qui veut dire pair ou impair. Donc si on écrit ceci, et qu'ensuite on demande la même chose, mais pour un TD, ce que ce sélecteur-là veut dire, c'est qu'on ne va prendre que les TD pairs, donc 1 sur 2, dans les lignes paires à l'intérieur de la table XO. Donc si on prend ça et qu'on lui met un background, alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre par exemple vert. On retourne ici et on va se rendre compte qu'en fait cette ligne-là est impaire, c'est la première. Donc on a pris uniquement la deuxième et la deuxième cellule. Alors si on veut aller attraper les impairs sur les pairs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dire à cette règle qu'elle doit s'appliquer sur deux sélecteurs et qu'on a ici les odd et les odd. Donc ce que dit cette règle, c'est qu'en fait, on va aller colorer les colonnes dont le numéro est pair dans les lignes paires et impair dans les lignes impaires. Enfin l'inverse. Donc voilà, donc là on a une règle un petit peu compliquée pour faire un damier. Je vous rappelle également qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus simple, c'est-à-dire tout simplement sur les X, ici, rajouter une classe. Donc par exemple ici, on pourrait l'appeler A par exemple, et dire que au lieu de tout ça, tout simplement un point A, et tout simplement s'arranger pour que la classe soit mise à toutes les cellules qui doivent l'avoir. Donc on obtient le même résultat. Alors c'est toujours un compromis qu'il faut faire entre la complexité d'un sélecteur et rajouter des classes ou des ID explicites dans un tableau. Ici on a vu les deux solutions qui permettent d'obtenir un damier. Donc on se retrouve finalement avec ce résultat-là qui était ce qu'on souhaitait obtenir. Sur la liste de groups, on va avoir à peu près le même type de possibilités au niveau des règles. Donc on va essayer dans groups par exemple, de changer le style des en-têtes. Donc ici encore une fois ce sélecteur veut dire les en-têtes mais uniquement ceux qui sont contenus dans l'élément dont le nom est groups. Donc les en-têtes on voudrait les avoir en texte clair sur fond foncé. Donc ce qu'on peut dire ici c'est directement un background, on va y aller avec du black et une couleur de texte qui serait blanche. Donc on voit ici qu'on a inversé les couleurs de texte pour les deux éléments. On va aussi mettre un petit peu de padding parce qu'on va voir que le padding va créer de l'espace qui en général est intéressant pour un tableau de ce type. J'ai oublié mon 2 points ici, c'est bien important. Donc on voit ici qu'on se retrouve avec un tableau un petit peu plus espacé. Mais on voit aussi ici qu'il y a un petit espacement entre chaque cellule du tableau. Donc on a aussi ici exactement la même chose. Vous voyez que les cellules sont... Il y a un petit décalage ici. Quand on sélectionne nos cellules, on voit qu'elles ne sont pas l'une sur l'autre. Alors on va aller regarder comment ça fonctionne ça.
C'est une des propriétés CSS importantes à connaître sur les tableaux, qui s'appelle border collapse. Donc le border collapse, comment ça fonctionne? En fait, on va tout simplement ici sur la table entière, groups, aller ajouter la propriété border collapse et lui donner la valeur collapse. Alors la valeur par défaut c'est separate, c'est ça qui fait la séparation entre les cellules, et nous on va vouloir avoir un collapse ici. Et là on voit que maintenant les cellules sont entièrement collées les unes aux autres. Donc à partir du moment où on a récupéré groups, bah, on va par exemple pouvoir dire à groups ici, pardon, de de rajouter une règle sur les TD. Donc par exemple ici on va les colorer au niveau du fond avec une couleur grise relativement claire. Tac. Donc on voit maintenant que nos cellules sont plus séparées. Alors si on veut avoir des éléments qui ne sont pas séparés sur les lignes, mais créer un espace entre eux, bah, on va pouvoir par exemple ici rajouter des bordures. Par exemple ici une bordure bottom mettons 2 pixels solid white. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que chacune des cellules va avoir maintenant une bordure sur le bas. Et donc on va créer ici des séparations entre les cellules qui vont devenir visibles. Si on voulait que ça soit sur tous les côtés, on va pas juste dire border bottom, mais on va dire border sur tous les aspects. Et on va se retrouver à avoir des séparations. Donc quand on met un border collapse, ce qu'on fait, c'est qu'on permet d'avoir une coloration continue. Et après, si on a besoin d'en rajouter une, et ben on peut éventuellement le faire avec une bordure. Alors, un dernier élément qui est intéressant ici, c'est que, évidemment, on va être capable d'aller quand même toujours rattacher une classe à un élément dans un tableau si on a besoin de lui donner un style particulier. Donc, par exemple, ici, imaginons qu'on voudrait que bob@joe.com soit, lui, écrit sur un fond rouge en blanc. Comme on ne veut ne sélectionner qu'une seule cellule, c'est-à-dire celle-là, on ne peut pas y aller avec un TD. Si on allait avec un TD, on attraperait tout le monde. Donc il va falloir, pour ce TD-là, lui donner soit un ID, soit une classe. Évidemment, si jamais on pense qu'il y aura peut-être plus d'éléments à styliser avec ce style-là, le plus classique, c'est d'y mettre une classe. Donc par exemple, on pourrait l'appeler important. Et on va aller faire référence au TD de la classe important en haut. Donc comment on fait pour ça? Ben, on va simplement écrire point important, donc ça veut dire que tous les éléments de type important, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner un background red et un color white. Alors ici notre background n'a pas marché, alors on va essayer de regarder pourquoi. Oui, ok. Donc, à partir du moment où on a ça, on va aller regarder comment ça fonctionne au niveau de l'inspecteur. Et pourquoi notre fond n'est pas rouge. Alors, ici, si jamais vous regardez précisément en fait, notre TD de classe important, sur la droite, on va voir les règles de style qui ont été appliquées par le navigateur. On voit ici qu'on a deux règles qui veulent fixer le background. Une qui le fixe à DDD et une qui le fixe à red. Pourquoi celle-là est rayée? En fait, c'est parce qu'elle a perdu par rapport à celle-là. Celle-là gagne parce qu'elle est plus sélective. C'est le dièse groups ici qui va faire en sorte qu'on considère que cette règle s'adresse précisément à un élément et pas juste à une classe. Donc si on veut gagner par rapport à cette règle-là, il va falloir dire que ce sont les éléments de point important, mais dans l'élément dièse groups. Alors pour nous, ça change strictement rien parce que c'est de toute façon l'élément important était dans groups. Mais pour CSS, ça va changer la sélectivité de la règle, et donc la nôtre va devenir plus sélective, et va donc l'emporter sur l'autre règle qui était précédente. Donc, dernière chose, évidemment, si on avait un autre élément dont on voulait dire qu'il était important ici, comme par exemple gérant, et ben, il suffit de rajouter la classe ici, et on va avoir notre style qui s'applique. Donc, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est comment structurer une table HTML de base, appliquer des styles dessus,
faire des gestions de cellules et encore une fois utiliser les capacités de l'ID et de la classe pour appliquer un style à certains éléments spécifiques.